êtes sûrement déjà demandé pourquoi les économistes reviennent sans cesse sur ce sujet de la fiscalité écologique, voire de la taxe carbone, alors que l'opinion publique est réticente, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les gouvernements peinent à maintenir une ligne claire. Une hypothèse pourrait être que les économistes ont des idées fixes et qu'ils sont totalement déconnectés de la vie réelle. C'est une explication facile, mais elle est fausse. D'ici un quart d'heure, je vous aurai montré que la fiscalité écologique est indispensable, mais aussi qu'elle répond à un principe qui est radicalement différent du reste de la fiscalité. Et surtout, qu'il est possible de l'accompagner d'un certain nombre de mesures simples qui peuvent être mises en œuvre justement parce qu'elles procurent des recettes fiscales. Ce que je propose, c'est totalement différent, bien que ça puisse ressembler un peu, mais c'est totalement différent des chèques carburant ou des chèques énergie qui existent actuellement. C'est l'ensemble de ces mesures d'accompagnement qui peuvent rendre la fiscalité écologique équitable et donc acceptable par tous. Alors, reprenons du début. Le climat de la planète, comme la qualité de l'environnement, de l'air, de l'eau, sont des biens communs. Ce sont des biens communs qu'on a cru pendant longtemps fournis gratuitement par la nature. Évidemment, les utiliser, cela revient à les dégrader. Et les dégrader se fait aux dépens d'autres utilisateurs présents ou futurs, présents dans des îles qui, par exemple, vont disparaître sous la montée des eaux, ou des utilisateurs futurs, les générations qui vont nous succéder. Si on ne pose aucune limite à cette utilisation, à cette dégradation, il serait évidemment exagérément optimiste de s'en remettre à l'altruisme et à la conscience environnementale de chacun, même si celle-ci progresse partout. Je vais utiliser ici une analogie qui est imparfaite, mais qui est, me semble-t-il, éclairante. Il y a très longtemps, les forêts de nos pays étaient des biens communs, sans propriétaire identifié et en libre accès. Imaginez qu'elles le soient restées et que tout promeneur en forêt, voulant bénéficier de l'air pur chargé d'oxygène, que tout promeneur en forêt décide d'en repartir avec quelques arbres, autant qu'il le souhaite, suivant ses besoins ou son bon plaisir. Très vite, la forêt disparaîtrait. En fait, dans ce cas précis, la question a été réglée par la définition de droit de propriété, par la loi et la réglementation. Couper un arbre dans une forêt privée serait du vol, c'est simple. Mais un propriétaire privé peut tout à fait décider de laisser couper des arbres dans sa forêt dès l'instant où on lui en paie le prix. Plus la forêt s'éclaircirait, plus les arbres disparaîtraient et plus ce prix des arbres s'élèverait. Cela conduirait les utilisateurs des arbres à vouloir réduire leurs dépenses et à chercher d'autres solutions pour se chauffer ou pour fabriquer des meubles. Et le rythme du déboisement ralentirait jusqu'à cesser. Vous voyez que ici, c'est un mécanisme économique de base, le prix, qui joue. Eh bien, c'est ce même type de mécanisme de base, de mécanisme économique de base, qui peut être utilisé pour tempérer un certain nombre d'impacts environnementaux et en particulier lutter contre les émissions de carbone. Revenons au climat. Vous avez tous entendu parler maintenant des émissions de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le CO2, qui est émis de façon absolument imparable lorsqu'on brûle des énergies fossiles. Brûler des énergies fossiles, c'est par exemple se chauffer au fioul, conduire une voiture qui consomme de l'essence, fabriquer de l'acier en brûlant du charbon.
Tout ceci émet du CO2, le CO2 réchauffe la planète et les scientifiques sont unanimes. Si le réchauffement de cette planète dépasse de 2 degrés Celsius la température moyenne qui était observée avant la révolution industrielle, les conséquences peuvent être irrémédiables. Pour dépasser 2 degrés, pour arriver à un réchauffement de 2 degrés Celsius, il suffit, entre guillemets, d'avoir émis depuis la révolution industrielle 3400 gigatonnes, c'est-à-dire 3400 milliards de tonnes de CO2. Alors là, vous vous dites, elle exagère, il suffit, 3400 milliards de CO2, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais au 1er janvier 2021, nous, c'est-à-dire les générations précédentes, mais aussi nous, ici, nous en avions émis plus de 70%. Ces 3400 gigatonnes, c'était le budget carbone total de la planète. Nous en avons consommé 70%. Il en reste peu. Il en reste peu, mais qui va être épuisé bien plus rapidement qu'il n'a été épuisé jusqu'à présent, enfin consommé jusqu'à présent, depuis la révolution industrielle. Au rythme actuel, c'est en 2050 que nous aurons atteint le réchauffement de 2 degrés Celsius. Autrement dit, au rythme actuel, le budget carbone restant de la planète aura été épuisé. Il faut donc agir. J'espère vous avoir convaincu maintenant qu'il est indispensable d'agir. Maintenant, vous voyez que, si je reviens à mon analogie, les tonnes de carbone qui nous restent à émettre sont comme les arbres de notre forêt commune. Leur fixer un prix permet d'éviter le déboisement. Fixer un prix à ces tonnes de carbone peut pousser tous ceux qui vont devoir payer ce prix à réduire leurs dépenses et à essayer d'éviter de payer ce prix. C'est le mécanisme de la taxe carbone, c'est le mécanisme du prix du carbone de façon plus générale, c'est le mécanisme de la fiscalité écologique. Le principe de fonctionnement d'une telle fiscalité est évidemment radicalement différent de celui des impôts et taxes traditionnels. Ici, le principe consiste à élever le prix d'un produit polluant pour que tous ceux qui le peuvent se détournent de ce produit polluant pour réduire leurs dépenses. Ce mécanisme, ce principe, c'est celui qui a finalement conduit en France et dans d'autres pays à élever le prix du tabac pour en réduire la consommation. C'est exactement la même chose. Face à une hausse du prix du tabac, un fumeur envisage de réduire sa consommation de cigarettes et de les remplacer éventuellement par quelque chose d'autre qui pourrait lui procurer une satisfaction, peut-être pas exactement équivalente, mais similaire. Acheter des bonbons à la menthe. Dans le cas des produits pétroliers, la hausse du prix des produits pétroliers conduit ceux qui le peuvent à réduire leurs dépenses et par conséquent à réduire leurs émissions de carbone. Et l'un des points importants, c'est que lorsqu'on fixe un prix comme ceci au carbone, lorsqu'on fixe un prix à quelque chose qui est de nature environnementale, il est très important de voir, et c'est l'un des points qu'il faut souligner, que, en fait, fixer un prix au carbone ne revient pas à marchandiser le climat ni à marchandiser l'environnement. C'est simplement une façon de rendre la rareté, cette fameuse rareté de nos tonnes de carbone restantes, visible et tangible. Maintenant que vous êtes, je le pense, convaincus du principe de fonctionnement de cette fiscalité écologique, comment la rendre acceptable? Alors déjà, on me pose souvent différentes questions sur la façon d'agir. Pourquoi véritablement taxer les consommateurs, par exemple? Pourquoi appliquer cette taxe carbone
Et pourquoi taxer les consommateurs? Pourquoi ne pas se contenter, par exemple, d'obligations, obligés à utiliser certaines technologies? C'est quelque chose qu'on peut envisager, d'ailleurs c'est envisagé. L'obligation de rénovation thermique des logements, c'est une mesure de ce type. C'est ce qu'on appelle de la réglementation, là ce n'est pas de la fiscalité. Sauf que cette obligation de rénovation thermique des logements va conduire à augmenter les loyers et le prix de l'immobilier. Autrement dit, il y aura bien un prix du carbone qui sera payé par des consommateurs. Maintenant, pourquoi ne pas interdire directement certains produits, comme on le fait pour les véhicules automobiles, ou pourquoi ne pas mettre en place des normes, donc des normes et des interdictions progressives? C'est une possibilité, mais il est évidemment extrêmement important de superposer la taxe à ces normes. Là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi, puisque les véhicules sont plus propres? Sont-ils vraiment tous plus propres? Les normes sur les véhicules thermiques imposent qu'ils soient moins consommateurs, mais si un automobiliste ayant acquis un véhicule moins consommateur se dit en toute bonne conscience, désormais je peux faire plus de 2 fois le nombre de kilomètres que je faisais précédemment, il va consommer davantage de carburant. Il va en payer davantage, bien sûr, mais si on applique une taxe carbone, eh bien, cela va rendre les émissions coûteuses, et comme je vous le disais, c'est essentiel qu'elles soient coûteuses. Maintenant, pourquoi ne pas taxer que les entreprises? Alors, les entreprises doivent être taxées, bien sûr, par une taxe carbone, par la fiscalité écologique. Et dans les projets qui sont élaborés, c'est le cas. Maintenant, les entreprises réagissent comme les consommateurs à la fiscalité écologique. Elles sont affectées, ces entreprises, soit directement, soit indirectement. Directement, lorsqu'elles sont taxées sur leurs propres émissions de carbone, au moment où elles achètent des produits fossiles qui vont ensuite émettre du carbone. Et à ce moment-là, leur comportement, c'est bien sûr de chercher à faire des économies d'énergie ou de chercher à substituer, à remplacer des énergies fossiles par d'autres. C'est d'ailleurs le prix du carbone qui rendra définitivement non rentables les centrales à charbon et qui poussera les producteurs d'électricité à investir dans les énergies renouvelables. Maintenant, la fiscalité écologique et la taxe carbone influencent les entreprises également indirectement. On peut se dire d'ailleurs que c'est un canal d'influence extrêmement important. Indirectement, c'est par exemple la suppression programmée de l'avantage fiscal au diesel qui a poussé les consommateurs à modifier leur comportement d'achat. On constate une dédiélisation du parc automobile à un rythme considérable, et c'est ceci qui a poussé les industriels automobiles à financer de la recherche et développement pour construire des véhicules électriques ou avec d'autres types de motorisation. Maintenant, faudrait-il ne taxer que les entreprises? Mais d'un autre côté, si elles sont taxées seules, elles vont avoir des coûts qui vont augmenter et elles vont répercuter ces hausses de coûts dans leurs prix et par conséquent, les consommateurs paieront un prix du carbone. La grande différence entre de la réglementation, des interdictions ou des obligations et la fiscalité écologique, c'est que dans un cas, le prix du carbone est implicite, dans l'autre cas, il est explicite. Dans le premier cas, on ne perçoit pas de recettes fiscales. Dans le second, on perçoit des recettes. Or, on ne peut redistribuer que des recettes qui ont été effectivement prélevées. Par conséquent, le fait de passer par une taxation du carbone a des effets extrêmement plus forts que de simples normes et permet également de donner la clé de son acceptabilité.
Les recettes qui sont obtenues peuvent être redistribuées. Évidemment, elles peuvent être redistribuées en priorité à tous ceux qui ne peuvent pas facilement s'adapter, comme je vous le disais. Ceux-là, par exemple, ont un revenu faible et vont pouvoir d'autant moins s'adapter que les investissements nécessaires pour le faire sont importants. Lorsqu'il s'agit de changer de véhicule ou de changer de chaudière, ce n'est pas possible pour tout le monde. Certains sont en situation de précarité énergétique, donc ne peuvent même pas envisager de réduire encore leurs dépenses de chauffage. Certains ont absolument besoin de leur véhicule pour aller travailler. Par exemple, des artisans ou des personnes qui sont très éloignées de leur lieu de travail. Toutes ces personnes-là doivent être prioritaires pour recevoir une aide. Mon point de vue, c'est même que ce sont les seuls qui doivent être compensés pour l'augmentation de la fiscalité énergétique. Et les recettes fiscales peuvent être redistribuées à ces personnes-là, donc sur des critères qui sont des critères de revenus, des critères géographiques, des critères éventuellement professionnels. Mais mon dernier point important, mon point essentiel sur cette redistribution des recettes fiscales, c'est qu'il ne faut pas que cette redistribution soit fléchée sur la consommation d'énergie. Parce que vous voyez que les chèques carburant ou les chèques énergie qui permettent de régler ces dépenses d'énergie, eh bien c'est une façon de sanctuariser des dépenses d'énergie, c'est une façon de les rendre gratuites. En fait, ce pourquoi je plaide, c'est pour une allocation climat dont le nom montrerait bien qu'elle est destinée à contribuer à la préservation du climat, mais surtout une allocation climat qui soit simplement une aide inconditionnelle, c'est-à-dire une aide versée à ceux qui en ont besoin, selon les critères que j'ai énoncés, mais qui ne servent pas à acheter de l'énergie. Chacun de ceux qui reçoivent cette aide serait libre de l'utiliser comme il le souhaite, éventuellement à acheter de l'énergie, mais ils seraient libres aussi s'ils en ont la possibilité, même si c'est dans une moindre mesure que les autres, d'essayer de réduire leurs dépenses d'énergie parce que le prix de l'énergie les conduirait à essayer de le faire. Mais de cette façon, on pourrait neutraliser les pertes de pouvoir d'achat de ceux qui subissent les plus fortes pertes par rapport à leurs revenus. Voilà. Donc, si je veux résumer, la fiscalité écologique est indispensable. Il faut absolument qu'elle ne soit pas indolore, qu'elle soit appliquée avec un taux qui soit élevé. Il faut donc que les gouvernements successifs aient le courage de mettre en place une telle fiscalité. Et il faut, bien sûr, utiliser ces recettes fiscales pour redistribuer à ceux qui subiraient de plein fouet le surcoût de l'énergie qui est absolument indispensable à notre vie. Alors, vous aussi maintenant, vous êtes convaincus et vous allez soutenir la taxe carbone ?